Donc, comme tout à l'heure, je vais amorcer peut-être le débat, alors peut-être de manière un petit peu polémique, volontairement polémique, finalement pour vous Irène, finalement une part de la recherche est quand même une recherche qui se pose des questions de contenu. Et donc, donc cette réflexion sur le design que l'on donne à son édition, sa publication, est-ce qu'il s'agit d'un questionnement formel ? Alors oui, tout en sachant que du coup c'est un questionnement formel qui se doit d'être en lien avec les contenus. Donc en fait un questionnement formel d'une publication, à mon sens en fait quelle qu'elle soit, elle ne devrait pas être décorrélée complètement de ce qui va être mis en page. Donc pour moi c'est véritablement une espèce de travail de traduction de contenu théorique, de principes théoriques qui viennent se répercuter sur les attributs graphiques d'un livre, d'une revue, d'un site, etc. Donc c'est un questionnement formel, mais qui découle de la théorie. Donc les deux sont, à mon sens, indissociables, en tout cas dans ce que j'essaye de défendre, dans la vision éditoriale que j'essaye de défendre. Et pour rester polémique, je m'adresse à vous. Où est la variabilité finalement dans ces rapports aux livres, parce que ce questionnement sur les livres qui alimentent les artistes et le livre me paraît tout à fait passionnant. Mais finalement, où peut-on discerner un lien avec la variabilité ? S'il n'y a pas variabilité chez Kossuth, qui fonctionne vraiment comme une image, quoi, voilà. Chez Martha Rosler, c'est une matière mouvante et vivante que les livres. Preuve en est, c'est que des photocopieurs étaient à disposition dans l'exposition et on pouvait se saisir de pages, de couvertures. On pouvait revenir, le ticket permettait plusieurs visites. Si variabilité il y a, c'est synonyme d'ouverture. Ensuite, après parler de ce que je n'ai pas dit, c'est un peu vain, mais c'est vrai que dans les réflexions que j'ai depuis quelques années, c'est la première étape, c'est le point de départ, cette opposition entre Kossuth et Rosler. Ensuite, il y a toute cette histoire du colportage, de la diffusion du livre à différents moments de la culture et surtout à des moments où la culture est un peu mise en danger. Et justement, les différentes formes de mutation que les artistes, que les auteurs, que les éditeurs, que les diffuseurs ont inventé ça va des gardiens des livres en Russie dans les années 30 à ce que tu disais tout à l'heure, les nouvelles formes de diffusion éditoriale via le net. Comment s'en sortir ? Comment diffuser ? C'est une des définitions possibles de la postmodernité, je crois. Enfin, la doxa moderne s'est un peu effondrée à une époque et on sait très bien que toutes les pratiques aujourd'hui sont extrêmement souples, changeantes, et que c'est presque des techniques, comme disait Martha Rosler, des tactiques de survie. Donc là, c'est forcément synonyme de variabilité, de mutation et d'instabilité. Vous parliez de Michel de Certeau tout à l'heure, il en parle très bien dans l'invention du quotidien, par exemple. Tout à fait. Au niveau donc des usages. Au niveau des usages. Donc je vais peut-être laisser la parole à la salle, si certains veulent poser des questions. Merci pour ces deux communications. J'aurais une question de curiosité pédagogique par rapport à cet atelier workshop là, qui est en train de se dérouler. Je voulais savoir, donc question à Irène Duniac, quelles ont été les consignes ou non-consignes ou les pistes de recherche, de questionnement données aux étudiantes que nous voyons travailler là en bas. Alors, on a donné quelques consignes au niveau de la quantité, par exemple.
puisqu'en fait, on a donc décidé de faire 50 exemplaires de l'édition qu'on va réaliser d'ici jeudi. On n'est pas illimité en taille parce qu'on a choisi des manières en fait à la main de pouvoir relier. Et donc on est limité en nombre de pages. Donc une des consignes, ça a été de privilégier la qualité de la prise de notes par-dessus la quantité. Donc de ne pas avoir un énorme flux de prise de notes décousues, mais vraiment des fragments isolés et qui se suffisent en eux-mêmes. Pour pouvoir ensuite les combiner et donner une espèce pouvoir créer des paysages typographiques, des paysages de texte qui, avec des bribes textuelles qui font sens en elles-mêmes, puisqu'en fait c'est pas des ouvrages que je pense destinés à une lecture forcément linéaire. L'autre consigne, ça a été de faire des photographies. De faire des prises de notes à la main aussi, donc des dessins, ce qu'on peut appeler ce qui s'appelle la facilitation graphique, donc les prises de notes entre écriture et dessin. Voilà. Et donc ensuite, on a distribué des rôles. Il y a en permanence 5 étudiantes qui sont sur le logiciel DDR Contexte. Il y en a 2 qui sont sur de la prise de notes, il y en a 2 qui sont sur la relecture et la correction de ces prises de notes. Et il y en a une qui est sur de l'édition. C'est-à-dire là encore une espèce de relecture des relectures et un agencement des différents documents qui sont créés par le logiciel. À part ça, j'ai volontairement pas voulu trop orienter le type de prise de notes qu'elles allaient prendre. Déjà parce que moi j'ai jamais utilisé le logiciel, donc je l'ai découvert ce week-end et j'ai essayé de l'apprivoiser, mais je sais que la plupart des étudiantes qui participent au workshop avaient déjà utilisé ce logiciel pour de la prise de notes sur la journée sur Sonder les dispositifs numériques, qui avait eu lieu ici il y a quelques semaines, je sais plus quand c'était. Voilà, donc après c'était aussi le fait de laisser et de lâcher prise en fait sur le type de contenu qu'elles allaient produire. Et moi je suis beaucoup plus du coup sur de la mise en page de ce qu'elles vont produire. Donc elles ont des consignes de pas trop de quantité, mais à part ça, c'était plutôt libre. Alors pour prolonger, au-delà de cette prise de notes, de ces relevés graphiques ou photographiques, in fine, il y aura bien des choix qui vont être opérés pour formuler, configurer cette édition imprimée, papier. À plusieurs reprises, tu as parlé de fouillis dans ta présentation, d'une esthétique du fouillis. Mais qui ensuite va quelque part hiérarchiser, sélectionner, organiser, monter. Et ce montage va produire des sens, engager des relations sémantiques, alors visuelles, plastiques, mais également sémantiques. Donc qui se charge de cela? Comment tu ou vous décidez? Comment est organisée cette configuration? Du coup, la mise en page, c'est moi. Donc, c'est-à-dire que à partir des contenus et du matériau assez brut, du coup déjà relu plusieurs fois par les étudiantes, mais à partir de ce matériau-là, la sélection de ce qui va figurer dans les éditions, c'est Carole et moi. Si elle a le temps, donc et l'énergie, donc j'imagine surtout moi. Mais ah non, oui. Soyons réalistes un petit peu. Du coup, c'est moi qui vais faire une sélection et c'est pour ça aussi que moi, je ne veux pas intervenir sur le process de prise de notes, puisque j'aime bien l'idée que je vais me retrouver à manipuler des prises de notes faites par d'autres personnes, puisque moi-même, je prends des notes en fait, pendant le colloque, mais celles-ci, elles ne figureront pas dans l'édition, parce que sinon, j'aurais déjà proposé une première traduction de ce que j'aurais entendu vers de la prise de notes écrite et graphique. Alors qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est que cette traduction, elle soit d'abord opérée par les personnes qui écrivent sur DDR Contexte et qui prennent des photos, et qu'ensuite, moi, je retraduise et je resélectionne et je retaille dans ces matériaux produits. Donc, en fait, ça va être une espèce de transversalité, comme ça, de passation de matériaux en matériaux. Donc, on a les conférenciers, les conférencières qui passent des matériaux à ces étudiantes, qui captent, qui en propose une nouvelle version que moi ensuite je remets en page et ensuite on va le façonner toutes ensemble. Du coup à la fin ça va être un gros mix collaboratif. Merci. Ma question s'adresse aussi à Irène.
là, on est dans un procédé de captation qui est assez proche des réactions à chaud, en direct, façon tweet, réaction numérique, etc. Et paradoxalement, vous envisagez une publication papier avec, a fortiori, une reliure à la main, etc. Il y a donc une espèce de volonté de contraste entre les deux. Est-ce que vous pouvez en dire un mot ? Alors, oui. Tout à fait. Enfin, bon, après, moi, je suis assez intéressée. Ma thèse, elle portait beaucoup sur ça, sur les relations entre le print et le numérique, et comment est-ce qu'on peut intégrer des principes liés au web dans des publications imprimées, et l'inverse, comment est-ce qu'on peut intégrer des principes liés, par exemple, au support papier vers du support web. Donc, comment est-ce qu'on plie au numérique, comment est-ce qu'on relie au numérique, voilà. Et à l'inverse, comment est-ce qu'on scrolle sur du papier. Donc, voilà. Donc ça, c'est une des réponses possibles, c'est d'intégrer des processus, déjà des processus de captation qui sont purement numériques, puisqu'en fait, le logiciel, il est collaboratif. Donc, de ce que j'en comprends, avec les nouvelles mises à jour, maintenant, les étudiantes voient ce que les autres écrivent dans un même document pendant que c'est en train d'être écrit. Donc c'est une sorte, voilà, comme vous disiez, de Twitter, mais avant même que les choses soient publiées, les gens voient déjà les choses en train d'être écrites, et donc on a une visualisation comme ça du process en train de se faire en permanence. Et donc ça, j'ai envie que ça se répercute sur les attributs graphiques, donc c'est pour ça que j'ai pas envie que pour cette édition-là, ça soit rangé et ça soit linéaire, puisque ça ne l'est pas, parce qu'à la fin on va avoir un résultat avec des captations qui vont être mises dans un certain ordre, mais peut-être qu'une a été écrite à la fin et se retrouve au début parce que il y a des choses qui ont été écrites simultanément, et donc cette idée de simultanéité, j'ai envie qu'elle se retrouve visuellement. C'est pour ça aussi que je parlais de superposition et de strates, en fait, et que voilà, visuellement on a une traduction graphique des principes liés aux captations numériques sur le vif, quoi. Mais en fait, oui, en fait, on voit pas, vous ne voyez pas. On vous voit très bien. Ce que vous êtes en train de faire, c'est un peu un journal. Vous avez des journalistes, vous faites de l'analyse à chaud, vous en faites la synthèse et vous essayez de sortir quelque chose de conceptuellement intéressant, plus que du tweet. Oui, après, ce qui diffère du journal, c'est que du coup, la mise en page, elle est faite au cas par cas, et elle est elle aussi liée à un processus fluide, en fait. Mais voilà, c'est oui, en soi, c'est. Le fait de travailler rapidement n'est pas forcément un gage oui, n'est pas l'apanage du numérique et d'improvisation. Non, par contre, c'est quelque chose qui n'a pas forcément été utilisé, ou en tout cas investi pour les publications liées à la recherche. Du coup, c'est pour ça que ça m'intéressait de faire muter, voilà, ces pratiques de l'édition en temps réel en flux tendu, en fait, qui sont déjà présentes voilà, dans l'édition de journaux, de périodiques, et de l'intégrer dans des processus comme ça, vivants, de conférences, de cycles de paroles théoriques. C'était plutôt une remarque, prenant en compte les deux premiers exposés et les deux suivants. Il me semble que par rapport à la variabilité, il y a deux tendances, en quelque sorte, il y a deux pôles, si on fait une sorte de bilan après les quatre exposés. Chez vous, par exemple, il s'agit qu'on reste dans l'ordre de la traduction, de la translation, alors par des moyens graphiques, iconiques, scripturaux, etc. Mais en quelque sorte, il ne faut pas perdre la cible de départ qui est ce qui a été dit et le sens de ce qui a été dit. Simplement, c'est à travers des filtres de traduction ingénieux, en quelque sorte, qu'on essaye, dans ce filet-là, de saisir le texte de départ, le texte original, le colloque, disons. Et par contre, les deux premiers exposés nous conduisaient plutôt dans des systèmes enfin, peut-être surtout de Joncker,
dans des systèmes de bifurcation, de rhizomatique, où chaque lien, chaque nœud nous perd en quelque sorte. On est dans une perdition, un brouillage, un détournement, bifurcation. C'est pas du tout. On est dans l'ordre de la bifurcation, alors que dans le premier cas, on est dans l'ordre de la traduction. Et donc, il me semble qu'il y a deux types de. Alors, dans un premier temps, on peut dire qu'il y a deux types de variabilités différentes. Deuxième temps, peut-être que je force le trait, parce que vous aussi, vous complexifiez. Il n'y a pas un seul sens et une seule cible, sans doute, dans ce qui a été dit ici. Et de l'autre côté, est-ce qu'on peut dire que dans un rhizome et un jeu de labyrinthe, il y a aussi une cible et une source, même si elle est perdue, en quelque sorte? J'ai envie de dire oui. Oui, ce sont des questionnements qui sont intéressants. Moi, je m'étais pas mal penchée du coup sur la théorie de la lecture numérique et le fait de se perdre et d'errer dans des contenus labyrinthiques. C'est quelque chose que j'aimerais évoquer dans la publication graphique ici, puisque comme je le disais, j'ai pas forcément envie qu'elle soit compulsée de manière linéaire, et du coup j'aimerais faire cohabiter. Donc en effet, le but est de pas perdre le sens des choses qui ont été dites pendant le colloque, mais en même temps le but graphiquement, ça va être de faire naître des liens, ou en tout cas de faire valoir les liens qui se créent mentalement, comme ce que vous venez de faire. En fait, vous avez vu des conférences, vous envoyez une suivante, et il se crée dans votre esprit des croisements, des choses qui naissent en fait de la proximité de ce que vous avez entendu. Et j'aimerais que ça soit visible. Oui, tout à fait aussi. Et du coup, l'esprit de synthèse, j'imagine, sera plus... Juste une remarque. Moby Dick était un très bon exemple de ce point de vue-là, et très intéressant, parce qu'à la fois, il est perdu, mais en même temps, par différents éléments, il suit sa route. Je trouve que c'est un bon modèle dans la littérature de ce problème du labyrinthe et de l'errance. Pour essayer d'entrer dans un essai de synthèse, enfin, on n'en est qu'à la première après-midi, mais comme je le disais tout à l'heure, il me semble que là, on est toujours finalement dans des choses qui sont une variation où il y a une temporalité. C'est-à-dire qu'il s'agisse de traduction ou de cheminement ou d'infléchissement, c'est temporel. Alors que, à mes yeux, le concept, c'est pas du tout critique, mais je pense qu'il y aurait aussi toute une ramification dans la façon d'envisager la variabilité, qui est sur le mode de coexistence et d'alternative, et donc de mise en relation de multiples formes, mais qui sont synchroniques. Alors qu'aujourd'hui, quand même, il me semblait que dominait une variabilité dans la diachronie. Voilà, on verra à la fin de ces 3 jours.